Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information au sommaire ce mardi. Plus de 100 ans qu'elle a pris son envol au Fénois et demain, elle célébrera son voyage à travers le temps et les courriers. Si ses services ont changé au fil des saisons, en 2024, que nous murmure encore la Poste, messagère d'un autre temps. Elle fait rayonner l'Université de Polynésie à travers ses travaux de recherche sur les plantes polynésiennes. Marion Chambon, jeune étudiante doctorante, vient de recevoir le prix Jeune Talent France lauréat l'UNESCO. Nos équipes l'ont rencontrée en labo avant son moment de gloire. Puis nous retrouverons la 3e promotion des gendarmes adjoints volontaires pour un nouvel exercice, celui des contrôles routiers. Une situation du quotidien qui requiert de la rigueur car les contraintes rencontrées dans la réalité sont nombreuses. En 2024, pourquoi la Poste demeure-t-elle essentielle à nos échanges? Plus de 100 ans après le début de ses activités au Fénois, les services qu'elle offre, tout comme l'utilisation qu'en font les Polynésiens, ont considérablement évolué. À l'occasion de sa journée mondiale célébrée demain, Lord Philibert et Heimanu Manutei se sont rendus dans le principal centre de tri pour en apprendre davantage. Le reportage. Voici le premier bureau de poste du Fénois, il y a un peu plus de 150 ans. Le courrier était alors distribué par les Mouteuil sur Tahiti. D'abord cantonné à l'acheminement de lettres, l'Office des postes intègre progressivement les communications téléphoniques et les services financiers. Aujourd'hui, son rôle a bien changé. Cette cliente envoie toujours du courrier, mais c'est plus rare. Alors les lettres, c'est de moins en moins fréquent. Moi, personnellement, je reçois pas mal de colis, mais on poste aussi pas mal de cartes. On envoie des cartes à la famille, aux amis, et puis il y a des courriers qu'on est obligé d'envoyer par la poste aussi. En l'espace de 30 ans, le travail des 400 agents de Wharerata s'est complètement transformé. S'ils trient encore des cartes postales et lettres manuscrites, à l'heure du numérique, la majorité des enveloppes distribuées dans les boîtes postales sont des factures. Il fut une époque, je ne sais pas si vous avez connu la dactylographie manuelle. Ensuite, la dactylographie est venue l'informatique. Donc il faut savoir que l'organisme premier qui a saisi cette occasion de pouvoir informatiser le système de travail, c'est bien la Poste. Effectivement, on a suivi les grandes tendances qui se passent dans le monde entier. La dématérialisation fait partie des arguments qui ont contribué à faire baisser le volume de courrier entrant. On a toujours un flux résiduel, mais il est beaucoup plus bas que ces dernières années. Et l'Office n'en a pas fini de s'adapter aux besoins des clients. La dématérialisation, le fait de partir beaucoup sur le numérique pourrait faire partie des options qu'on va mettre en place. L'affranchissement par les clients directement de chez eux est une option qu'on est en train d'étudier. Arriver à toucher beaucoup plus de monde aussi, ça fait partie de nos objectifs. On n'arrivera jamais à substituer les colis. Effectivement, il y aura toujours une notion de physique de la manutention qui sera effectuée par les agents. Chaque semaine, ce sont 5 tonnes de colis qui transitent par le centre de Faa'a, un volume qui va tripler à l'approche des fêtes de fin d'année. Côté justice, un homme de 64 ans a été condamné aujourd'hui à 6 ans de prison ferme pour des agressions sexuelles commises sur sa fille il y a plus de 20 ans, mais aussi pour d'autres abus plus récents sur 2 de ses petites filles âgées d'environ 10 ans. Et conséquence d'une autre décision de justice datant de 2012, cette fois, plusieurs familles ont été expulsées et leurs maisons détruites ce matin à Papeari. Depuis mai 2023, la gendarmerie passait régulièrement prévenir les habitants. Certaines familles avaient déjà quitté les lieux, mais d'autres ont choisi de rester jusqu'au moment fatidique. Retrouvez des articles détaillés sur ces affaires sur notre site tntvnews.pf. Nous vous l'annoncions hier soir, le ciel se dégage pour la compagnie Air Moana qui avait annoncé l'arrêt de ses activités au 30 septembre faute de financement. Les plus de 200 employés de la société peuvent désormais souffler. Dans un communiqué, la compagnie a confirmé la mobilisation de fonds suffisants pour poursuivre l'activité de manière pérenne. Les détails dans ce reportage.
La menace d'une cessation d'activité planait encore il y a quelques jours, mais elle n'est plus d'actualité. La compagnie aérienne Air Moana annonce que ses opérations se poursuivront à long terme grâce à un soutien financier solide. Après avoir cherché à réunir 4 milliards de francs pour répondre à ses besoins de trésorerie jusqu'en 2026, Air Moana est parvenu à mobiliser 3 milliards de francs grâce à des investisseurs privés qui souhaitent lancer rapidement des projets structurants. De son côté, le gouvernement polynésien s'est engagé à investir 1 milliard de francs dans le capital de la compagnie. Le communiqué précise que ces fonds permettront notamment l'achat et la livraison de 3 nouveaux ATR, améliorant les services de la compagnie tout en réduisant ses coûts. La direction d'Air Moana souligne en passant l'importance du soutien des communautés, des autorités et des prestataires touristiques, remerciant au passage ses collaborateurs et la population polynésienne. Les travaux de recherche menés à l'Université de Polynésie, une nouvelle fois récompensés à l'échelle nationale. Depuis 3 ans, Marion Chambon, une jeune étudiante doctorante de l'UPF, approfondit nos connaissances sur les propriétés des plantes polynésiennes. Elle a reçu ce mardi à Paris le prix Jeune Talent lauréat l'UNESCO. Thomas Chabrol et Mérite Atto l'ont rencontré avant ce grand moment. Elle décortique les plantes pour en déceler les propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, cicatrisantes et anticancéreuses. Marion Chambon est une spécialiste de la phytochimie. Je suis sur des feuilles de Cordia subcordata, qu'on appelle aussi tohu en tahitien. Et je vais réaliser une méthode d'éco-extraction assistée aux ultrasons. Donc après, je vais me séparer de la fibre végétale que je vais mettre de côté. Et je vais garder uniquement les molécules qui sont présentes dans ces feuilles. La jeune femme a découvert sa passion pour la botanique lors de sa première année d'études de santé à Saint-Étienne. Après 6 ans d'études de pharmacie, les plantes médicinales sont devenues sa spécialité. Au Fénois, elle termine son parcours universitaire avec un doctorat en chimie à l'Université de la Polynésie française. J'étudie 5 plantes, le tamanu, le ora, le tiare, le curcuma et le tohu. L'objectif, ça serait d'avoir une valorisation cosmétique ou pharmaceutique de ces plantes-là. Et donc là, par exemple, j'ai un échantillon de feuilles de tamanu que j'ai pu analyser en métropole à Marseille, par exemple, à l'Université Aix-Marseille, pour faire des tests antioxydants. Cette année, 35 jeunes chercheuses brillantes ont été sélectionnées par un jury d'excellence composé de chercheurs de l'Académie des sciences. Le travail de Marion est récompensé par le prix Jeune Talent, un soutien essentiel à un moment clé de sa carrière. Moi, cette dotation, elle va me servir à participer à des congrès internationaux pour valoriser mes travaux scientifiques à l'international. Je vais également pouvoir suivre des formations. Et la Fondation L'Oréal l'UNESCO nous permet également, nous, de suivre des formations en leadership, en management, en négociation, en prise de parole, pour valoriser notre parcours après devant le grand public. Au mois de juillet dernier, Marion a participé à un congrès en Pologne pour présenter ses découvertes. Les feuilles de tohu ont été très peu étudiées sur le plan chimique et biologique. Alors nous, on a réalisé des tests sur ces feuilles vertes-là. On a pu avoir des bonnes activités antioxydantes. Elles sont notamment dues à une molécule qui est connue qui s'appelle l'acide rosmarinique. Et dernièrement, on a eu quelques résultats sur leurs propriétés cicatrisantes. Donc ça semble aussi être des activités assez prometteuses. La jeune chercheuse se concentre désormais sur la fin de sa thèse, tout en continuant de découvrir les vertus des plantes polynésiennes. Eux découvrent petit à petit leur futur métier. Après le tir à balles réel et l'apprentissage des gestes de premier secours, les élèves de la formation gendarme adjoint volontaire s'attellent désormais à l'exercice du contrôle routier. Les caméras de nos journalistes les ont retrouvés à la caserne de Faa, commentaire signé Léa Gandon. Monsieur, je l'avais national, que le moteur utilise le frein. C'est un exercice classique quand on est gendarme, mais il n'est pas si anodin. Pour mener à bien un contrôle routier, le mode opératoire doit être bien rodé. Il faut que nos gestes soient clairs, compris. Il faut s'assurer que la personne nous a bien pris en compte. Se protéger donc soi-même, mais se protéger les gens aussi, l'usager. Toute la délinquance, tout passe par la route. On a beaucoup de gens à faire cohabiter, que ce soit les 2 roues, que ce soit les vélos, que ce soit les voitures, les camions, les bus. Tout ça cohabite sur le même axe de circulation. Vérifier les documents nécessaires à la circulation et l'état du véhicule dans sa globalité, tout en gardant à l'esprit la bonne posture à adopter. Les contraintes auxquelles les agents doivent faire face dans cette situation sont nombreuses.
Il y a beaucoup de gestes de technique, il faut bien apprendre depuis le début, du coup c'est pas aussi évident. Mais comme on dit, on est là pour apprendre. Les élèves comprennent progressivement l'enjeu que représente l'apprentissage de la marche à suivre lors d'un contrôle routier. Pour être bien compris sur la route, c'est important de pouvoir faire les bons gestes réglementaires. Si on ne se fait pas bien comprendre par le conducteur qu'on veut intercepter, on n'arrivera pas à pouvoir exercer notre mission qui est le contrôle routier. Ces recrues sont un renfort important pour lutter contre les comportements déviants sur le trafic routier. Au total, 9000 infractions de nature diverse ont été relevées sur les routes de Polynésie française en 2023. On élargit notre spectre de surveillance à la Nouvelle-Calédonie. Dans le sillage des violentes émeutes qui ont touché l'archipel à partir du 13 mai, nos voisins du Pacifique traversent une profonde crise sociale. L'explosion du chômage rend de plus en plus difficile la prise en charge du coût du logement, premier poste de dépense des ménages, en particulier pour les foyers les plus modestes. Esther Cugno avec l'agence France Presse. Quitter le pays faute de revenus ou déménager dans un logement plus petit, une solution du dernier recours pour ceux qui le peuvent. Les autres, essentiellement des Kanaks et des Wallisiens, retournent en squat ou s'accumulent dans les habitations. Pour les indépendantistes, c'est la preuve manifeste d'un échec des accords. La situation de un loyer sur deux qui est en impayé, ça donne vraiment un indicateur. Et nous, on le dit de manière très claire, les accords de Matignon et de Nouméa, pour nous, sont des échecs. Un échec social et un échec politique. Pourquoi il y a 95% des prisonniers qui sont Kanaks? Pourquoi il y a 95% de ce qu'on appelle les SDF sont Kanaks? C'est rien que ça déjà, c'est un échec. Mais pas un échec que des Kanaks, c'est un échec du pays. Si on dit qu'on est nationaliste, si on dit qu'on veut vivre ici. Tu vois dans tous les squats, dans tous les logements sociaux, 99% des gens, Kanaks et Wallisiens. Voilà. Et moi je prends cette chambre, l'autre côté là-bas c'est un cousin, c'est un autre frère. Et puis cette chambre en face c'est mon autre frère et là c'est ma mère. Elle a ça. Et voilà. Confrontés à une hausse des loyers impayés et à un taux de vacances important, les bailleurs sociaux du territoire craignent une bombe sociale. Les ménages les plus pauvres sont forcément les plus touchés. Le peu d'argent que les gens ont pour le moment, ils essaient de maintenir un toit sur leur tête. Et maintenir un toit sur la tête, ça veut dire qu'on pénalise certaines choses. Donc la nourriture, le prix du quart qui est monté à 500 francs, le carton de poulet à l'époque il était à 2500, maintenant il est passé à 4700. Et on parle d'une crise, mais je crois que c'est plus une crise pour nous les quartiers populaires que les commerçants, quoi. Ballons pour les gosses, médicaments. On voit des personnes, tous les deux, le papa, la maman travaillent, les enfants sont scolarisés, et bien malgré 2 salaires, c'était difficile, quoi. Ils devaient faire appel aux aides publiques et tout ça. Là, après ce qui s'est passé le 13 mai, il y a un des deux qui a perdu, ou les deux ont perdu leur emploi. Donc forcément, ces personnes-là sont encore plus pauvres aujourd'hui. 5 mois après le début de la révolte liée au dégel du corps électoral, près de 6000 emplois ont été détruits, mais le Caillou a également perdu près de 1000 travailleurs indépendants. Notons que le nouveau ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet, consacrera son premier déplacement à la Nouvelle-Calédonie du 16 au 18 octobre. Le taureau fénois où les couteaux et les bâtons de feu vont flamber pour 2 soirées de spectacle. Tahiti intègre le circuit international des compétitions de danse de feu avec la première édition du Siva Afi Tahiti les 28 et 30 novembre dans un hôtel de Faa'a. Les organisateurs souhaitent en faire un grand rendez-vous pour perpétuer cet héritage de la culture polynésienne. Avis aux amateurs et professionnels, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 octobre. On écoute Léon Théaï, le fondateur de l'association Teta Mahi, expert de la danse du feu. Il est interrogé par Mereteato et Thomas Chabrol. C'est ce que je voulais depuis que j'ai commencé la danse du feu. Maintenant, on est affilié avec cette compétition qui va se faire bientôt. Donc c'est vraiment un plaisir et un honneur et plaisir immense depuis des années que je voulais qu'on soit affilié à l'international. Et maintenant, c'est une chose de fait. Je suis avec mon fils, on se prépare d'arrache-pied pour que nos jeunes soient aussi déjà au bon niveau.
C'est bénéfique pour nous, hein, la Polynésie, de recevoir ces personnes-là qui nous accueillent aussi chaque année avec gentillesse et qui nous acclament et c'est le respect. Hein. Tant que tu allumes la flamme, l'élément, le feu, moi je pense que ça va marcher. Autre rendez-vous annoncé du 23 au 25 octobre prochain, la 20e édition de la Tahiti Fashion Week. L'événement a pris de l'ampleur avec plusieurs invités de renom du bassin Pacifique et de la plus grande maison d'artisanat du monde de la couture, la maison Le Sage. On voit les dernières mises au point avec Sam Teinaure et Rarahumaha. Ces jeunes filles s'entraînent depuis plusieurs semaines sur les techniques pour marcher convenablement lors des défilés de haute couture. Leur coach leur apprend qu'être mannequin n'est pas un jeu, mais un véritable travail. Il ne faut pas être attiré par les paillettes. Mannequin, c'est un boulot comme le tien, comme le mien, comme le sien. C'est un boulot dans le bon sens du terme. Et il ne faut pas le faire juste pour se montrer. Ça, c'est très important pour moi. Chaque année, la Tahiti Fashion Week gagne en popularité. Cette année, il y a des couturiers des îles Cook, de Hawaï, de la Nouvelle-Zélande et la participation exceptionnelle de la maison Le Sage. Le Sage, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus pour tout ce qui est artisanat, pour tout ce qui est cousu à la main, pour tout ce qui est nacre, tout ce qui est paillettes, vraiment pour la haute couture. Et la maison Le Sage, qui a été rachetée en 83, je crois, par Chanel. Il travaille pour toutes les maisons de haute couture. C'est extraordinaire. Plus qu'un événement people, la Tahiti Fashion Week est une vitrine pour faire rayonner la Polynésie et son savoir-faire à travers le monde. On clôture ainsi cette édition d'information. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez Ramzi Malouki dans un nouveau numéro de Ciné Nuit, puis enchaîner avec les aventuriers de Koh Lanta, la tribu maudite. Et enfin, de nouveaux épisodes de la série House of Cards. Excellente soirée à tous, à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.